Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Total Chan avec une production de Newscom. Dans cette émission, nous allons revenir dans un court instant sur le match d'ouverture de la 5e édition du championnat d'Afrique des Nations. Le Maroc, pays hôte, a fait une démonstration de force devant la Mauritanie. Victoire 4-0. Retour dans un instant sur les moments forts. Et pendant ce temps, on s'apprête à suivre dans quelques instants le match de la Guinée. La Guinée, qui a fini 4e lors de la dernière édition du championnat d'Afrique des Nations, va jouer contre le Soudan. Kamfouri Lapé Bangoura est confiant. Nous allons suivre l'entraîneur du Sili dans le vestiaire de cette formation dans un court instant. Bienvenue, c'est Total Chan. Merci donc de nous rejoindre dans cette émission essentiellement consacrée au championnat d'Afrique des Nations. Nous recevons ce soir Cellou Tata Diallo. Bonsoir. Bonsoir Alassane et bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, c'est votre première dans cette émission Total Chan 2. Nous allons parler de ce match à Maroc-Mauritanie, 4-0 score final. Mais bien avant, cette rencontre a été précédée par une cérémonie d'ouverture. Et voilà, comme c'est la coutume d'ailleurs quand il y a une compétition qui est organisée. Oui, une cérémonie d'ouverture sauce orientale, on va dire. On était un peu loin des standards habituels de la CAF. On avait vu par exemple lors de la Coupe d'Afrique des Nations un show un peu plus à l'américaine. Là, c'était la sauce orientale, beaucoup plus traditionnelle, mais jolie à voir quand même. Et ça symbolise un peu le Dima africain. Exactement, en effet. Des tableaux, pas beaucoup de tableaux, mais genre oriental. Et on a aimé. Beaucoup plus traditionnel, on va dire, mais c'était plutôt pas mal. Vous voyez à l'instant même des bouts d'images de cette cérémonie d'ouverture. Après cette cérémonie, il y a eu le match. Les sauces sérieuses ont commencé. Le Maroc était face à la Mauritanie. Le pays hôte opposé à cette équipe des Mourabitoun. 4-0 score final. On retrouve Alpha Madi Touré à la sortie du stade. Il revient ici sur les moments forts de cette rencontre, dominée de la tête et des épaules par les locaux. Il faut retenir que la première période, comme vous le savez, a été nulle et vierge. Une première période où, bien sûr, les Marocains se sont fait beaucoup d'occasions, mais n'ont pas su concrétiser ces occasions face à un certain Souleymane qui était donc dans les buts de l'équipe des Mourabitoun de la Mauritanie, qui a sorti le grand jeu jusqu'à finalement en deuxième période. Et c'est surtout à partir de la 65e minute que le compteur but a été enfin ouvert. Et c'est bien sûr Ayoub El Kabi qui fait donc l'ouverture du score sur cette petite déviation de Hafidi. Il trouve l'attaquant et après celui-ci donc met au fond du filet. C'est le premier but côté marocain. Et puis Souleymane a certainement perdu les repères après ses parades de la première période. Souleymane qui encaisse un deuxième but donc pour l'équipe marocaine et ça intervient à la 71e minute, but inscrit par Souleymane El Haddad qui donc après ce crochet envoie ce tir, cette frappe qui termine au fond du filet. À la 79e minute, donc, il y a un doublé donc, qui est réalisé par l'attaquant marocain El Kabi qui corse donc le score à 3-0 pour l'équipe marocaine, les Lions de l'Atlas locaux donc, qui sont à 3-0. En ce moment, on pense que le match est terminé, mais c'est sans compter sur l'équipe qui accueille cette compétition à la 90e minute. Lui, il est entré en cours de jeu. Il s'agit donc de Ashraf Ben Sharki qui élimine donc Souleymane, le gardien de but mauritanien, avant d'inscrire le 4e but marocain. Un score final donc de 4-0. Il faut dire que c'est un match amplement mérité. C'était là donc les moments forts de cette rencontre avec Alpha Madi Touré. 4-0, c'est Loutata. C'est une belle entrée en matière pour le Maroc et une déception pour la Mauritanie. Une grosse déception pour la Mauritanie et comme vous l'avez dit, une belle entrée pour le pays hôte. C'est comme si cette équipe mauritanienne était un peu surcotée. On n'a pas vu beaucoup de choses, surtout techniquement, c'était très pauvre côté mauritanien. Oui, il a sauvé, même si il a commis quand même quelques erreurs vers la fin en deuxième
deuxième période. Cette équipe mauritanienne a tenu le temps d'une heure de jeu et après ça a coulé complètement. Défensivement, c'était bien derrière. Il y a une charnière centrale qui repoussait tout. Si ce n'était pas l'un, c'était l'autre. Il y avait une très belle charnière centrale pendant une heure de jeu et derrière, ça s'est écroulé. Techniquement, j'ai dit, c'était vraiment très très pauvre côté mauritanien. Surtout offensivement, ça ne proposait absolument rien. Il y a eu des boulevards, des occasions à l'appel pour cette formation marocaine. À un moment d'ailleurs, on avait eu peur pour cette formation parce qu'elle avait raté énormément d'occasions, surtout en première période. Et derrière, au retour des vestiaires, on a vu qu'avec le public marocain, le public a senti qu'il fallait pousser son équipe et le public a poussé et finalement ça a porté et 4-0, belle victoire. Et vous l'avez sans doute remarqué, le buteur de la dernière édition de la finale de la Coupe, la Champions League africaine de football était sur le banc. Ça veut dire qu'il y a de la qualité dans cette formation. Et c'est le championnat d'Afrique des Nations de football, c'est l'avantage forcément de cette compétition. Après le match, il y a une conférence de presse d'après-match de la déception côté de la Mauritanie, mais aussi du Maroc. Vous l'avez peut-être constaté. Lors du premier but, il y a un joueur mauritanien qui manquait dans cette rencontre. Il y avait une infériorité numérique et ce point a été débattu en conférence de presse. Richard Na, on vous retrouve. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la conférence? À l'issue de cette conférence de presse, nous allons écouter les réactions des deux coachs sur le fait de jeu qui a eu lieu pendant le premier but du Maroc où un joueur qui est sur la ligne de touche a demandé à rentrer dans le stade et l'arbitre, afin de ne pas le voir, il a fait rentrer juste après le but. Écoutez les réactions des deux coachs. Je ne me suis pas rendu compte qu'il y avait un joueur à l'extérieur pendant qu'on a marqué le but. Et je pense que c'est le règlement. Je ne sais pas dans quelle situation il était à l'extérieur, mais la victoire, je pense qu'il est méritée. Je ne pense pas que l'arbitre nous a favorisés sur des actions de jeu ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas grand chose à dire. C'est vrai que j'aurais préféré être à 11 en prenant ce deuxième but. C'est un fait de jeu. C'est vrai qu'on se retrouve à 10. Je ne comprends pas pourquoi l'arbitre met autant de temps à faire rentrer notre joueur. Et le Maroc marque son deuxième but sur ce fait de jeu-là. Je ne peux pas expliquer pourquoi l'arbitre a mis autant de temps à faire rentrer notre joueur. Mais bon, c'est comme ça, on ne peut pas revenir là-dessus. Et c'est pas ça qui a fait la différence non plus, je pense. Par la suite, le coach Corentin Martins s'est vu poser la question de savoir pourquoi est-ce que la Mauritanie a joué petit jeu alors qu'elle avait les cartes pour inquiéter le Maroc. Écoutez sa réponse. Il faut être un peu réaliste aussi. J'aimerais bien rivaliser avec le Maroc, ça c'est sûr, mais il y a une grande différence entre leurs joueurs, la qualité de leurs joueurs et les nôtres. Au deuxième but, j'ai changé le système, on est passé en 4-4-2, mais je ne sais pas si vous avez bien observé, mais je n'ai pas commencé à 4 derrière, j'ai commencé à 5. Maintenant, oui, il y a 2-0, il faut tenter quelque chose, il faut essayer de marquer des buts. C'est la logique, à un moment donné, il faut tenter des choses, mais encore une fois, la différence, elle se fait au niveau de la qualité des joueurs. J'ai rien à reprocher à mes joueurs. Voilà, on dirait ce qu'on pouvait retenir de ces conférences de presse qu'ont animé le coach Corentin Martins et son collègue Jamel Selami du Maroc. C'était là donc les moments forts de ce point de presse, un point de presse d'après-match. On est revenu encore sur le problème d'arbitrage durant cette conférence de presse. C'est vrai que ça fait couler beaucoup d'encre et de salive dans les différentes compétitions. En effet, on était un peu étonné de l'attitude de l'arbitre zambien de cette rencontre parce que c'était le numéro 21 de cette formation mauritanienne qui était au bord de la touche et qui a fait des appels, qui a appelé l'arbitre. Et l'arbitre a attendu que le but soit marqué par les Marocains avant qu'il ne donne signe aux joueurs mauritaniens de faire son retour sur la pelouse. Ça nous a paru un peu choquant, surtout face au pays hôte, qu'il marque de cette manière-là. C'est vrai que le Maroc a dominé de la tête et des épaules cette rencontre, mais il y a eu ce fait de jeu-là. Et après ce premier but, c'est vrai que les Mauritaniens ont été coupés dans leur élan. C'est comme si on a coupé le gazon sous leurs pieds et derrière ça s'est écroulé. On ne sait pas exactement si c'est à cause de cela qu'il y a eu l'effondrement. Il ne s'est pas aussi créé
beaucoup d'occasions. On l'a dit déjà, offensivement, c'était vraiment le néant côté mauritanien. Défensivement, ils ont tenu pendant un moment, mais devant, les hommes de Corentin Martins n'ont rien proposé, absolument rien. Pendant les 45 premières minutes, il y a eu une seule incursion dans la surface marocaine, un seul ballon touché par un attaquant mauritanien dans la surface de réparation marocaine. Donc à ce niveau-là, on ne peut pas espérer mieux. Il faudrait rectifier tout cela lors de la prochaine sortie de la Mauritanie. Donc, mesdames, messieurs, dans ce groupe A, après le Maroc face à la Mauritanie, il y a un autre match qui va se jouer. Aujourd'hui, la Guinée sera opposée au Soudan. La Guinée qui a fini 4e lors de la dernière édition face au Soudan. Cette équipe de Guinée, dirigée encore par Kamfouri Lapé Bangoura. Donc, c'est l'une des rencontres les plus attendues dans ce tournoi parce que la Guinée, qui a surpris son monde au Rwanda, va donc essayer de rééditer l'exploit dans cette deuxième participation. C'est la deuxième pour le pays, mais la 5e édition. La 5e édition est surtout une grosse pression, non seulement pour Lapé Bangoura, mais pour les footballeurs guinéens, mais surtout sur les sélectionneurs, parce que l'objectif, il est très très haut. Aller décrocher le titre de champion d'Afrique, c'est pas évident. Même si on l'a dit, le champion en titre et le finaliste de la dernière édition ne se sont pas qualifiés. Et donc, les ambitions sont là pour Lapé Bangoura, sont là pour surtout le département des sports, qui a mis la barre très très haut. Et donc, la pression aujourd'hui, elle est sur Lapé Bangoura, même si on sait que Lapé, il a quand même l'expérience de cette compétition et il a sélectionné des joueurs de base qui ont l'expérience de cette compétition. On reste avec Kamfouri Lapé Bangoura, donc rééditer l'exploit, c'est le maître mot de Lapé. Il a dit en conférence de presse d'avant-match, Lapé, qui va nous parler aussi de ces joueurs qui pourraient ne pas jouer cette rencontre. C'est le cas d'Alseni Camara, communément appelé Cantona. Je crois, le premier objectif, la première ambition, il faut essayer de se qualifier du premier tour. Après, essayer de voir si nous pouvons rééditer l'exploit de 2016 et peut-être faire mieux. Mais je pense qu'on a nos ambitions, mais nous respectons beaucoup les adversaires et nous pensons être plus ou moins prêts pour cette compétition. L'état de santé, nous avons quelques 3 petits bobos, et fondamentalement sur Alseni Camara qui nous inquiète un peu. On est en train de voir. Les 2 autres, c'est possible qu'ils puissent compétir. Même Alseni, peut-être, on verra, on attend le dernier résultat. La Guinée sera donc face au Soudan, mais avant de parler de cette équipe du Soudan et de son coach qui n'a pas manqué d'éloges en conférence de presse sur cette équipe guinéenne, vous avez fait l'inside de cette équipe, vous avez rencontré Kamfouri Lapé Bangoura dans un discours au niveau dans les vestiaires de cette équipe, je le disais il y a quelques instants. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Comment vous avez trouvé l'ambiance de Sili avant cette rencontre? Beaucoup de confiance, surtout au niveau des joueurs, au niveau du staff technique. Pour Lapé Bangoura, il faut absolument faire quelque chose, enfin, depuis le AFIA 77. On sait qu'une équipe nationale guinéenne n'a absolument rien gagné au niveau de l'équipe nationale ou bien au niveau des clubs. Donc, c'est écrire l'histoire, ou bien si vous voulez réécrire l'histoire après le AFIA 77. Il a fait même mention des funérailles de Papa Camara avec la présence du président Alpha Condé. Donc, c'est pour dire que depuis le AFIA 77, la Guinée n'a pas gagné grand-chose. Donc, c'est le moment pour tout le monde de gagner, de rentrer à la maison avec ce trophée. Donc, il sait qu'il a la pression sur lui et il met un coup de pression sur les footballeurs pour qu'ils se donnent à 100%. Il n'a pas droit à l'erreur. Donc, on va suivre l'inside avec Selou Tata Diallo, bien sûr, qui est sur ce plateau cet après-midi, comme si vous étiez dans les vestiaires de Syrie nationale de Guinée. Avec toutes les qualités techniques que nous avons, je le dis même sur l'équipe A, moi je ne suis pas d'accord qu'on ne reprenne pas notre place d'otage. Parce que techniquement, vous avez vu comment on a joué contre les Américains, c'est ça le football. Alors soyons solidaires, pensons tous à un avenir, à un objectif commun. Moi je le dis et j'insiste, jusqu'à présent, on parle de l'AFIA 77. C'est à cause des trophées. Donne un trophée, on reste dans l'histoire.
Le chef d'État même s'est déplacé, paix à son âme, pour aller assister aux funérailles de Papa Camara. C'est le Afia. Aujourd'hui, voilà une opportunité pour nous de nous réinscrire dans l'histoire. Nous sommes là. Vous l'avez peut-être rectifié, Sili National, d'accord, Sili National local. Hein. Voilà, c'est différent un tout petit peu de l'équipe. Alors, Tata, le Soudan, l'équipe, l'entraîneur de cette formation parle d'une bonne équipe de Guinée, une équipe joueuse. Ce sont des mots qu'on retrouve souvent sur les adversaires du Sili, de Guinée, que ce soit le Sili local ou bien l'équipe A. On va suivre le coach du Soudan, méfiance du côté soudanais. Donc, vous allez le constater dans ses propos d'avant-match. Tout d'abord, il faut qu'on respecte tout à fait l'équipe guinéenne. Il faut les respecter comme on a respecté toute autre équipe contre laquelle on joue. Je sais qu'ils ont eu de bons résultats. Pour eux, pour leurs joueurs, la plupart d'entre eux jouent à l'extérieur de leur pays. Mais ici, c'est différent. Il faut choisir les joueurs qui jouent à l'intérieur du pays, les pays locaux. Donc on ne peut pas sous-estimer le football guinéen. Tout à l'heure donc, ça sera le match Guinée-Soudan au stade Mohamed V de Casablanca. Coup d'envoi prévu à 14h30 temps universel. C'est Loutata, vous êtes habillé en Guy Sport, l'un des partenaires de l'émission. Si je vous demandais de pronostiquer Guinée-Soudan, vite fait. Je dirais victoire 2-1 pour la Guinée. D'accord, que Dieu vous entende. Pourquoi pas. On va se retrouver juste après le match. Alors, parlons du groupe B, le groupe B qui va aussi entrer en compétition sur l'autre site retenu pour cette 5e édition, c'est la ville de Marrakech. Et la Côte d'Ivoire sera opposée à la Namibie. La Zambie va jouer contre l'Ouganda. La Côte d'Ivoire, on le rappelle, a battu la Guinée en 2016 lors de la 3e place. C'était Michel Lucie qui était là à l'époque. Aujourd'hui, Michel n'est plus là. Est-ce que c'est une équipe ivoirienne aussi à prendre au sérieux? Côte d'Ivoire, Namibie, Zambie, Ouganda, vos pronostics? Un football ivoirien surtout revanchard après l'élimination des éléphants de Côte d'Ivoire pour la Coupe du Monde de football. On sait que c'est la renaissance côté ivoirien et beaucoup d'expérience là également parce qu'il y a un bon championnat qui se joue. On n'a pas énormément d'éléments par rapport au football namibien, mais on sait que les Ivoiriens ils sont venus préparer et il faudra sûrement compter avec eux. Maintenant côté Zambie-Ouganda, c'est une sorte de... Et la Zambie a été éliminée lors de la dernière édition par la Guinée au tir au but. En effet, mais c'est une formation de Zambie qui revient, qui a le vent en poupe en ce moment, champion d'Afrique de moins de 20 ans, une belle Coupe du Monde en Corée du Sud. On a vu Patson Daka par exemple, c'est vrai qu'il a quitté la Zambie, mais être élu comme étant un des meilleurs, tout meilleurs du continent africain, surtout à son âge. Et le football zambien renaît de ses centres. Il y a beaucoup de bonnes choses qui sont en train d'être réalisées là-bas. Ouais. Et donc, attention, méfiance avec cette équipe zambienne, même si l'Ouganda nous a donné du fil à retordre à match amical. Mais je dirais Côte d'Ivoire, Zambie plutôt. Hein. Guinée-Ouganda, match amical. Lors des préparatifs, la Guinée a fait son stage à El Jadida. On le rappelle pour vous, chers téléspectateurs, le programme de ce dimanche. La Guinée va jouer contre le Soudan à partir de 14h30 à Casablanca. Dans le groupe B, l'équipe ivoirienne sera opposée à la Namibie en première heure, c'est-à-dire à 16h30. Et en deuxième heure, à 19h30, la Zambie va jouer contre l'Ouganda. Voilà comment on va se quitter au compte de ce deuxième numéro de Total Chan. Merci, c'est Loutata Diallo. C'était un plaisir. On va vous retrouver très prochainement. Très prochainement. Je rappelle, GBM est notre sponsor Platinum. Guy Sport et Silvio Massimo sont les partenaires de cette émission produite par Nuscom. Alama et Lamaranasso étaient à la caméra et au montage. Merci et prenez soin de vous. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro du championnat d'Afrique des Nations qui se joue en ce moment au Maroc.